Je me souviens parfaitement de ce matin d'automne, lorsque nous nous sommes tous retrouvés dans le vieux cabinet d'avocat de la rue Saint-Honoré. L'air était encore frais, et un léger brouillard enveloppait Paris, donnant aux façades, haussmanniennes, une teinte presque fantomatique. J'étais arrivé un peu en avance, comme toujours, incapable de m'empêcher de calculer chaque détail de ce qui allait se passer. Mon oncle Georges, le défunt, n'avait pas laissé d'enfant, et son héritage allait, sans aucun doute, provoquer un certain tumulte. En entrant dans la salle d'attente, j'aperçus déjà ma tante Solange, assise bien droite dans un fauteuil, en cuir, son éternel sourire en coin accroché à ses lèvres comme une signature. Solange était une femme qui aimait contrôler chaque pièce où elle entrait, non pas par des éclats de voix, mais par cette assurance froide qui désarmait et irritait à la fois. Elle portait un tailleur prune impeccable, et ses mains gantées reposaient sur un sac à main qui, je le savais, contenait toujours son carnet de notes, et probablement une copie du testament. Du moins le pensait-elle. « Ah, te voilà, Camille », dit-elle en me voyant entrer, sa voix claire traversant l'air chargé d'odeurs de bois ciré et de vieux papier. « Tu es ponctuelle, comme toujours. » Je répondis par un sourire poli et m'installai en face d'elle. Derrière nous, les autres membres de la famille commençaient à arriver. Mon cousin Laurent, qui passait son temps à lorgner son téléphone, ma cousine Élodie avec ses boucles blondes savamment arrangées, et quelques autres plus éloignés, qui semblèrent là par pure curiosité. À 11 heures précises, la porte du bureau de Maître Dubois s'ouvrit. L'avocat, un homme au visage rond et aux lunettes à monture fine, nous invita à entrer. La salle était tapissée de bibliothèques remplies de dossiers et de codes reliés en cuir, et au centre trônait une grande table ovale en bois massif. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus pour la lecture du testament de feu, monsieur Georges Vanier, dit-il en nous indiquant nos places. Je pris place sur le côté droit de la table, avec une vue dégagée sur l'avocat et sur Solange, qui s'installa bien en évidence, comme pour se préparer à recevoir un prix. Elle croisa les jambes avec lenteur, ajusta la broche en forme de lys sur son revers et laissa échapper un soupir presque satisfait. « Je pense que ce sera assez rapide, » lança-t-elle à personne en particulier, mais assez fort pour que nous l'entendions tous. Georges avait des intentions très claires. Maître Dubois ajusta ses papiers, sortit un document plié avec soin et commença à lire d'une voix posée. « Moi, Georges Vanier, en pleine possession de mes moyens, déclare ce qui suit concernant la répartition de mes biens après mon décès. » Il énuméra d'abord quelques legs mineurs, une collection de timbres pour un vieil ami, un tableau pour un musée local, puis en vint aux biens plus substantiels. La maison de campagne en Dordogne, les comptes bancaires et enfin les parts. De l'entreprise familiale, une affaire de vin qui rapportait encore de beaux dividendes. À chaque mention d'un bien important, je voyais Solange se redresser légèrement, comme si elle cochait une liste invisible dans son esprit. Et effectivement, les phrases semblaient aller dans son sens. Je lègue à ma chère épouse Solange Vanier l'intégralité de mes parts dans la société Vanier & Fields ainsi que la maison de campagne susmentionnée. À ces mots, elle laissa échapper un sourire plus franc, presque triomphant, et échangea un bref regard avec Laurent, qui hocha la tête avec complaisance. Pourtant, quelque chose dans la voix de l'avocat me sembla hésitant. Ce n'était pas une lecture parfaitement fluide. Il marquait de petites pauses, comme si chaque mot devait être pesé. J'aperçus, à la fin du document, un léger tremblement de sa main. Puis, au lieu de ranger les papiers, il leva les yeux vers nous. « Je dois ajouter un élément à cette lecture, » dit-il, en posant calmement le premier document sur la table. Car il existe un autre testament, plus récent, rédigé par M. Vanier, et c'est celui-ci qui, légalement, prévaut. Un silence pesant tomba dans la pièce. Le sourire de Solange se figea, comme une peinture craquelée. Ses doigts se crispèrent sur le bord de la table. « Pardon ?» fit-elle, la voix soudain plus basse mais vibrante d'une tension contenue. Maître Dubois ouvrit un tiroir, en sortit une enveloppe scellée et la déposa devant lui avec une lenteur calculée. Ce document m'a été remis directement, par M. Vanier quelques semaines avant son décès. Il est daté, signé et enregistré chez notaire. Mes yeux se posèrent sur le sceau encore intact. Tout mon corps était tendu vers ce moment, sans savoir pourquoi. Peut-être parce que je savais, au fond, que mon oncle n'avait jamais été homme à laisser les choses dans un état prévisible. Solange inspira profondément, comme pour reprendre le contrôle de la situation. « Je doute fort que Georges, »
et changer d'avis sur des décisions aussi importantes, dit-elle, articulant chaque mot avec précision. C'est pourtant ce que nous allons vérifier, répondit l'avocat, avant de rompre le sceau et de déplier le papier épais. Tsipankine, là, juste avant qu'il commence à lire, je sentis qu'un frisson parcourait la table entière. Personne ne respirait vraiment. Nous étions suspendus à ce qui allait suivre, et le seul bruit était le froissement lent du document qu'il plaçait devant lui. Maître Dubois prit une inspiration lente, puis commença la lecture du second document. Sa voix avait changé, plus ferme, presque solennelle. Moi, Georges Vanier, en pleine possession de mes moyens, révoque toute disposition antérieure et établie par la présente mon testament définitif. Dès cette phrase, le regard de Solange se durcit. Révoquer toutes dispositions antérieures, cela signifiait que ce qu'elle venait d'entendre quelques minutes plus tôt risquait de ne plus avoir aucune valeur. L'avocat poursuivit. « À mon épouse Solange Vanier, je laisse l'usufruit de l'appartement de la rue de Lille, ainsi qu'une rente mensuelle de 2000 € à vie. » Solange cligna des yeux, comme si elle n'avait pas bien entendu. Son sourire avait complètement disparu. « Une rente ?» souffla Élodie, incapable de retenir un petit rire nerveux. Solange se tourna vers elle, le regard tranchant comme une lame. « Ce n'est pas le moment, Élodie. » Mais Maître Dubois ne s'interrompit pas. « Je lègue la maison de campagne, en Dordogne et son terrain attenant à ma nièce Camille Dubreuil. » Je restai figée. J'avais du mal à comprendre que mon nom venait d'être prononcé dans ce contexte. Solange tourna lentement la tête vers moi, ses yeux lançant des éclairs. « Camille, vraiment ?» dit-elle d'un ton presque feutré, mais chaque syllabe vibrait d'indignation. Je ne répondis pas. Mon oncle et moi avions toujours été proches, c'est vrai, mais jamais je n'avais imaginé qu'il me laisserait un bien d'une telle valeur. L'avocat continua. « Quant à mes parts dans la société Vanier & Fils, je les lègue intégralement. À mon neveu Laurent Vanier, sous réserve qu'il conserve Camille Dubreuil au poste de directrice des opérations pour une durée minimale de 5 ans. » Un murmure parcourut la table. Laurent, surpris, releva la tête de son téléphone. « Directrice des opérations ? Mais quoi ?» intervins-je un peu piqué. Il haussa les épaules, encore sonné, tandis que Solange, elle, semblait sur le point de se lever. « C'est ridicule !» s'exclama-t-elle enfin. « Georges ne m'aurait jamais écarté ainsi. » Maître Dubois referma le document un instant, posant ses mains à plat sur la table. « Madame Vanier, je comprends. Que ce soit un choc, mais le document est parfaitement valide. Je l'ai reçu en main propre, accompagné de 2 témoins, et il a été enregistré conformément à la loi. » Un silence pesant s'installa. Le seul son était le tic-tac de l'horloge murale. Finalement, Solange se laissa retomber dans son fauteuil, mais ses yeux, eux, brûlaient toujours d'une colère contenue. « Et le reste ?» demanda-t-elle, la voix plus basse. L'avocat reprit. « Je souhaite que mes biens mobiliers restants, œuvres d'art, livres rares et collections diverses soient inventoriés et répartis entre mes héritiers, selon la décision conjointe. » De Camille Dubreuil et Laurent Vanier. Cette fois, c'était clair. Mon oncle m'avait placé au cœur de la gestion de son héritage, au même niveau que Laurent. La lecture terminée, Maître Dubois rangea le document dans une chemise, cartonnée et nous regarda un à un. « Voilà, mesdames et messieurs, ce testament est le dernier en date et annule toute disposition précédente. » Personne ne parlait. Puis, Solange, les lèvres pincées, rompit le silence. « Je demande à voir la signature. » L'avocat lui tendit le document, qu'elle examina longuement, cherchant le moindre détail suspect. Mais la signature de Georges était là, reconnaissable entre mille, et les cachets officiels ne laissaient aucun doute. Elle finit par reposer la feuille avec un geste sec. « Je veux contester. » Maître. Dubois leva légèrement les sourcils. « C'est votre droit, mais il faudra des preuves solides. » Nous sortîmes du bureau dans un silence lourd. Dans l'ascenseur, Solange se posta juste devant moi, me forçant à croiser son regard. « Profite bien, Camille, parce que si je trouve le moindre vice de forme, tout ça sera à moi. » Je ne répondis pas, mais à l'intérieur, je savais qu'elle ne bluffait pas. Solange était du genre à fouiller chaque recoin, à interroger chaque témoin, à éplucher chaque loi jusqu'à trouver une faille. Dehors, le brouillard s'était dissipé, mais dans ma tête, il restait dense. L'héritage venait de me
tombée dessus comme une pierre. Je n'avais rien demandé, mais je savais déjà que ce cadeau allait s'accompagner de tempêtes, et la première bourrasque n'allait pas tarder. Le lendemain de la lecture du testament, j'étais encore en train d'essayer de réaliser l'ampleur de ce qui venait de se passer. Dans ma petite cuisine, une tasse de café fumante à la main, je fixais la lettre que m'avait envoyée Maître Dubois avec une copie certifiée du vrai document. Les mots « maison de campagne » et « directrice des opérations » semblaient flotter sur le papier, comme s'ils n'appartenaient pas vraiment à ma vie. Mais ce répit ne dura pas longtemps. À 10 heures, mon téléphone vibra. C'était Élodie. « Camille, tu es au courant? De quoi? Solange? Elle est déjà en train de consulter un autre avocat. Elle veut faire annuler le testament. » Je soupirai. Évidemment. Les jours suivants furent un défilé discret mais continu d'agitation. J'appris que Solange avait contacté 2 anciens, employés de Georges, soi-disant pour éclaircir certains points. Elle cherchait à prouver que Georges n'était pas dans son état normal quand il avait signé le nouveau document. Un soir, en sortant du bureau, je tombais nez à nez avec elle sur le trottoir. « Camille ?» dit-elle d'un ton doucereux. « Nous devons parler. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Au contraire, tu ne te rends pas compte des responsabilités que cela implique. Cette maison, cette société, tout ça, c'est lourd à porter. Tu n'es pas prête. » Ou peut-être que c'est exactement ce que Georges pensait que je pouvais faire. Son sourire se crispa. Georges avait des phases. Il disait une chose un jour, puis une autre le lendemain. C'est drôle, parce que dans ce document, il semble parfaitement clair. Elle fronça les sourcils. Nous verrons bien ce que le juge en pensera. Quelques jours plus tard, Maître Dubois me convoqua dans son bureau. « Camille, il faut que je te prévienne. Madame Vanier a officiellement déposé une demande de contestation. Elle affirme que ton oncle était influencé et qu'il n'avait pas toute sa lucidité au moment de signer. » « C'est faux, » répondis-je aussitôt. « Je le sais, mais il va falloir le prouver. » C'est à ce moment-là qu'il me montra un dossier, les notes personnelles de Georges qu'il avait laissées chez l'avocat. À l'intérieur, des pages entières expliquaient pourquoi il avait changé d'avis sur la répartition de ses biens. Et au centre de tout, une date clé, le 14 mai, 6 semaines avant sa mort. Ce jour-là, il écrivait « J'ai enfin compris qui tient vraiment à l'entreprise et à la famille. Camille a pris en main la crise des livraisons sans que je le demande. Elle a montré plus de loyauté que d'autres en 20 ans. » Je me souvenais très bien de cette journée. Un problème de transport avait bloqué une cargaison importante, de vin destiné à un client américain. Laurent était introuvable, et Solange me disait de laisser passer l'orage. Mais j'avais pris ma voiture, trouvé un camion disponible et organisé moi-même la livraison de remplacement. Georges n'avait pas dit grand-chose à l'époque, mais manifestement, il avait enregistré chaque détail. Ses notes étaient une preuve précieuse. Mais Maître Dubois insista. « Ce n'est pas suffisant pour le tribunal. Il nous faut aussi un témoin direct. » Je pensais immédiatement à Mireille, la vieille gouvernante de la maison de campagne. Elle connaissait Georges depuis 30 ans et avait toujours eu un œil attentif sur ses affaires. Je pris le train pour la Dordogne dès le lendemain. Mireille m'accueillit dans la grande cuisine en pierre avec son tablier à carreaux et son franc-parler habituel. « Ah, Camille! J'imagine que tu viens à cause de Solange? » Elle dit que mon oncle n'était pas lucide quand il a signé le testament. Mireille leva les yeux au ciel. « Ton oncle avait toute sa tête. Le 14 mai, il est rentré de Paris tout excité et il m'a dit « Mireille, j'ai pris ma décision. Je vais mettre Camille aux commandes de certaines choses. » Elle accepta de témoigner et Maître Dubois enregistra sa déposition. Pendant ce temps, Solange continuait sa propre campagne. Elle avait déniché un expert médical prêt à affirmer que Georges présentait des signes de confusion les derniers mois, mais ce rapport se basait uniquement sur des observations rapportées par elle-même. Le jour de l'audience préliminaire, elle entra dans la salle comme une actrice sur scène, tailleur noir impeccable et dossier sous le bras. Moi, j'avais Mireille et le dossier manuscrit de Georges. Le juge écouta les arguments, des 2 côtés. À un moment, il me demanda directement « Mademoiselle Dubreuil, pourquoi pensez-vous que votre oncle vous a désigné, vous, plutôt que son épouse ou son neveu, pour certaines responsabilités ?» Je pris une grande respiration. Parce que je ne voulais rien lui prendre. Je voulais juste l'aider. Et il l'a vu. Solange eut un petit rictus, mais le juge ne la regardait déjà plus.
À la fin de la séance, la décision tomba. La contestation était rejetée. Le testament restait valide. Solange se leva sans un mot, mais je vis ses doigts serrer si fort son sac que ses jointures blanchissaient. Je croyais que tout était terminé, mais ce n'était pas le cas. Une semaine plus tard, je reçus une enveloppe anonyme glissée sous ma porte. À l'intérieur, une seule photo. Georges, attablé dans un café parisien, en compagnie d'un homme que je ne connaissais pas. Et un mot griffonné au dos. Il y a plus dans cette histoire que tu ne crois. La photo me intrigó durante días. La guardaba sobre mi bureau. La miraba cada mañana en la luz fría de Paris, buscando un détail qui m'aurait échappé. L'homme en face de Georges était élégant, cheveux poivre et sel, costume bleu marine. Ses mains étaient même posées sur un dossier noir fermé, comme s'il contenait quelque chose d'important. Je décidai de montrer la photo à Maître Dubois. Dès qu'il la vit, ses sourcils se haussèrent. Mais oui, je connais cet homme. C'est Maître Lenoir, un confrère spécialisé dans les successions internationales. Internationales? Répétai-je. Oui. Il intervient souvent lorsque des biens ou des parts d'entreprise sont détenus à l'étranger. Un frisson me parcourut. Mon oncle avait toujours parlé vaguement d'investissement hors de France, mais personne ne savait vraiment dans quoi. Je me mis à fouiller dans les archives de l'entreprise. Après quelques heures, je trouvai un classeur poussiéreux au fond du placard des archives. À l'intérieur, des contrats en anglais et en espagnol, signés par Georges, et des relevés bancaires d'un compte à Genève. Mais ce qui me coupa, le souffle, ce fut un document intitulé « Accord de partenariat, Mendoza, Argentine ». Il s'agissait d'un vignoble. Pas une petite exploitation, mais une propriété de plusieurs hectares, avec des contrats d'exportation vers l'Europe. Et sur la dernière page, la mention suivante « En cas de décès de M. Georges Vanier, la totalité des parts sera transférée à Mademoiselle Camille Dubreuil. » Je restai immobile. Ce vignoble ne figurait dans aucun des deux testaments. Et pourtant, il était juridiquement à moi. J'appelai Maître Dubois pour lui montrer les documents. Il les examina longuement. « Voilà pourquoi il a rencontré Maître Lenoir, » dit-il. Georges voulait s'assurer que cette propriété soit protégée. Des convoitises, même en dehors du cadre de la succession française. Et Solange ne sait rien de ça? Pas à ma connaissance. Et à mon avis, c'est mieux ainsi. Les semaines suivantes furent étranges. Officiellement, la succession française était close. J'avais la maison de Dordogne, mon rôle dans l'entreprise et Laurent sépare. Mais en secret, je préparais mon premier voyage en Argentine pour voir ce vignoble que mon oncle m'avait confié. Le jour où je pris l'avion, j'eus une surprise à l'aéroport. Solange, tirée à 4 épingles, debout près de la porte d'embarquement. « Tu pars où ?» demanda-t-elle d'une voix neutre. « Voyage d'affaires. » Elle plissa les yeux, comme si elle flairait quelque chose. « Tu sais, Camille, Georges aimait les secrets. Mais ils finissent toujours par sortir. »« Celui-ci, non, » répondis-je, avant de tourner les talons. Quand j'atterris à Mendoza, l'air chaud et sec me saisit immédiatement. Le vignoble s'étendait à perte de vue, avec les Andes en toile de fond. Un homme m'attendait à l'entrée, se présentant comme Javier, le directeur local. « Votre oncle parlait souvent de vous, » dit-il en me serrant la main. Il disait que vous comprendriez la valeur de cet endroit, pas seulement en argent, mais en histoire. Il me fit visiter les rangées de vignes, la cave, et enfin le bureau où Georges avait laissé un coffre. À l'intérieur, une lettre. Camille. Si tu lis ceci, c'est que Solange a déjà essayé de tout prendre. Elle n'a pas compris que l'essentiel n'était pas dans les papiers officiels, mais dans ce que j'ai bâti ici, loin de ses mains. Ce vignoble est à toi. Protège-le. Et souviens-toi, dans les affaires comme dans la vie, la vraie richesse, c'est de savoir à qui faire confiance. Je relus la lettre plusieurs fois. C'était comme si Georges était encore là, avec son regard à la fois malicieux et sage. Mon retour en France, Solange tenta une dernière manœuvre. Elle m'invita à dîner. Dans son salon aux rideaux lourds, elle versa du vin avec un sourire parfaitement contrôlé. « Alors, ce voyage d'affaires ?» demanda-t-elle. « Productif. Très productif. Et il concernait quelque chose que Georges t'aurait laissé ?» Je souris à mon tour. Disons que certaines choses ne figuraient pas dans le testament. Elle se raidit imperceptiblement. « Tu sais que légalement, tout est en ordre, » la coupai-je. Et parfois, Solange, il faut savoir accepter que la partie est terminée. Elle posa son verre un peu trop brusquement, éclaboussant la nappe. « Tu crois avoir gagné ?»« Non. Je crois juste que Georges savait exactement ce qu'il faisait. »
Les mois passèrent. L'entreprise prospéra, le vignoble argentin aussi. Laurent et moi avions trouvé un équilibre dans la gestion. Et Solange, eh bien, elle avait peu à peu cessé de venir aux réunions, comme si l'ombre de Georges l'empêchait de se battre davantage. Un soir, en rangeant des papiers, je retombais sur la première photo, celle glissée sous ma porte. Je ne suis jamais qui me l'avait envoyée. Mais sans elle, je n'aurais peut-être jamais découvert le vignoble. Et c'est là que je compris. Dans cette histoire, le vrai héritage n'était pas seulement matériel. C'était la capacité de voir au-delà des apparences, de déjouer les sourires trop sûrs et de protéger ce qui compte vraiment. Georges m'avait légué bien plus qu'une maison ou un titre. Il m'avait légué une leçon. La vérité finit toujours par se montrer, mais seulement à ceux qui savent tout regarder.